Bonjour et bienvenue dans ce 98e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 15 novembre 2023. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Lenier. Salut Christophe, tu vas bien ? Ouais, très bien. Plein Aussi, de t'as une belle casquette aujourd'hui, je te coupe, t'as une belle casquette. Je pense pas que je vais la garder tout le temps, mais ça chauffe la tête. Mais effectivement, on est dans le monde Blazor pour le moment depuis quelques jours avec la .NET Conf et toutes les nouveautés qui sont pour l'instant en cours. Donc j'en ai profité, je vais me mettre ma belle casquette Blazor et Fluent UI sur la tête. Si vous voulez être prévenu pour les enregistrements qu'on effectue, simplement vous vous inscrivez sur le site devaps.ms, vous avez une petite rubrique pour ça, on reçoit un petit mail, et vous recevez un petit mail tous les mois à peu près, puisqu'on fait un enregistrement globalement toutes les 3-4 semaines, pour simplement être prévenu de l'heure exacte à laquelle on fait cet enregistrement. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui va venir nous parler d'un sujet qui va venir d'ailleurs nous expliquer lui-même, ça sera le plus simple. Mais donc nous allons recevoir Aymeric Weinbach, qui est Microsoft Azure depuis 2011. Bonjour Aymeric. Bonjour. Moi je dirais, mais bon. Comment ? Bonjour les amis, bonjour. Bonjour Aymeric. Tu disais Christophe, oui ? Oui, qu'est-ce que tu disais ? Moi je l'aurais prononcé Weibar, mais bon. Ah oui, toi t'as le bon accent. Ah je suis désolé, je vais le prononcer comme ça. Moi je le prononce à la belge, hein, les W chez nous, ça se prononce W. Donc... Moi je suis plus côté Alsace-Allemagne, quoi, tu vois. Ah ouais, non, tout à fait. Il vaut mieux le prononcer tel que toi tu en as besoin, tel que toi ça se prononce, c'est quand même plus logique aussi. Je prononce souvent plutôt en français, genre Weinbach, complètement. Ouais, oui. Oui, j'ai pas l'habitude. Peux-tu te présenter très rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et pourquoi tu vas venir nous parler de ce sujet ? Alors, qui je suis donc je m'appelle Aymeric Weinbach, comme tu l'as bien dit. Mal dit. Et du coup, je suis MVP du coup sur Azure depuis de nombreuses années. Depuis 2011, tu mets sur ton site. 2011, absolument. Ouais. Donc ça fait un moment que je nage dans le cloud et dans le cloud Microsoft notamment. Et du coup, je me suis toujours intéressé à la fois au cloud et au .NET et à l'open source et à tout ce qui tourne autour. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler d'une nouveauté qui mélange un peu tout ça, l'open source, le cloud et Azure. Elle s'appelle comment, cette nouveauté ? Elle s'appelle Radius. Ok, rien à voir avec le serveur de sécurité et tout ça, ou bien il y a quand même des liaisons ? Alors avec le serveur de sécurité, non. Il y a un truc qui s'appelle Radius et qui s'appelle le serveur de sécurité. Non, je ne vois pas. Non, il n'y a pas un système de sécurité Radius ? Je raconte peut-être des conneries. Peut-être parce que après Radius, il y a aussi un OS qui s'appelle le Radius, je crois. Donc il y a plein de trucs qui s'appellent Radius. C'est ça. Mais c'est aucun rapport non plus. Rien à voir. Non plus. Et voilà. Sinon, pour arrondir les angles, c'est quoi ? Oh putain, voilà. En CSS. Et donc, Radius, c'est une nouveauté qui nous sort de l'Azure Accumulation Team, tout nouveau, tout beau. Du coup, je viens de vous le présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais présenter un peu J'ai pas de slide, mais j'ai un beau. Ouais, partage ton écran, tu vas. Montre-nous ce que tu as. Tout nouveau, tout beau et qui fonctionne. Fonctionne absolument. Voilà, donc voilà, du coup, vous voyez mon écran, le blog Radius. Alors, qu'est-ce que c'est que Radius ? C'est une nouveauté donc, qui sort d'Azure Accumulation Team. Le but, c'est de simplifier le développement, la création d'applications cloud native avec donc ce nouveau projet qui s'appelle Radius, qui est open source. Je te coupe tout de suite, parce que j'ai plein de questions du coup. Pose des questions. Ça comble quelle lacune à l'heure actuelle ? Sans Radius, qu'est-ce qui fait que Radius, ça va m'amener quelque chose de... écoute, ça comble quel problème ? Ça comble quel problème ? Alors, quand tu fais du cloud native, en gros, quand tu fais du cloud et éventuellement du Kubernetes, maintenant qui est un peu qui est devenu en fait de facto
le gros standard quand tu fais du cloud. Dès que tu fais du cloud, des microservices, tu utilises souvent du Kubernetes, parce que Kubernetes, il est supporté par tout le monde, chez Microsoft notamment, mais pas que chez Microsoft, c'est-à-dire que tu le retrouves sur les autres clouds. Ouais. Il est chez Google, il est chez AWS, il est chez un peu tout le monde, quoi. Et alors, quand tu crées des applications, quand tu déploies des applications, ce qui est compliqué, c'est que toi, tu fais ton code, il n'y a pas de souci. Tu fais des microservices, par exemple, une application à base de microservices. Et quand tu utilises une application avec une base de microservices, tu utilises de l'infra, tu utilises d'autres services d'infra. Et quand tu veux le déployer, en général, ça pose, tu as toujours un certain nombre de soucis pour soit si tu es tout seul, bon, on va dire que tu as beaucoup de trucs à gérer comme des YAML, des CLI. En gros, ton application, ça devient vite un plat de nouilles en dehors du code dès que tu veux déployer des trucs d'infra en plus. Donc, ça vise à simplifier ça. Dans Kubernetes, c'est bien pour héberger des applications, mais c'est vraiment fait pour faire de l'infra. Il n'y a pas de représentation de l'application en fait. Quand tu déploies une application dans Kubernetes, tu déploies des microservices, tu déploies des pods, tu déploies des containers, tu déploies des services, donc tu déploies plein de trucs, mais tu n'as pas quelque chose qui représente l'application en elle-même. Donc Radius, ça vise à simplifier ça, donc à avoir une représentation de l'application que tu fais, donc avec les microservices, avec les services, les connexions vers les bases de données, caches, autres que tu peux utiliser. Et ça vise aussi à simplifier le fait de faire du multi-cloud. Donc, de pouvoir déployer simplement sur, soit faire ton développement local, donc tester en local ton application, avec tous les microservices et éventuellement base de données qui va avec. Et puis après, le déployer simplement sur Azure, mais aussi sur AWS et les autres clouds. Mm-hmm. Donc, le but, c'est de simplifier les applications cloud natives sur le côté infra et à améliorer la collaboration du coup entre. Alors, il y a un vieux truc qu'on fait dans le cloud qu'on a appelé le DevOps. En gros, l'idée, c'est de faire parler les gens qui font les applications, les développeurs et les gens qui s'occupent des serveurs. Et du coup, c'est une nouvelle solution pour ça, pour simplifier ça. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Ou est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Est-ce que tu as encore d'autres questions par rapport à la question que tu avais? Bon, les j'ose quand même poser cette question-là qui me paraît débile. Définition du cloud native. Alors, définition du cloud native. Excuse-moi, mais moi, je suis obligé de poser plein de questions. Mais tu as raison, on est là pour ça. Hein. Définition du cloud native. En gros, les applications de cloud native, c'est des applications qui sont construites pour le cloud. Donc, c'est un terme. Jusque-là, je m'en doutais. Enfin, tu t'en doutais un petit peu. Hein. C'est un terme qui a peu arrivé avec Kubernetes, en réalité, quand tu fais du cloud native. Mais c'est une application qui tire bénéfice du cloud. Donc, tu as construit pour le cloud. Donc, c'est pas lié uniquement à Kubernetes. C'est-à-dire que tu peux très bien faire du Microsoft, du Azure natif en utilisant des services Azure natif. Attends, il y a des applications qui ne sont pas cloud natives. C'est quoi là? Alors du coup, je repose la question. Si tu fais tourner, en gros, si tu prends l'application traditionnelle, tu prends du code, tu fais tourner sur une VM et que tu utilises juste une VM. Ok. On peut pas appeler ça une application cloud native. Ok, quand tu fais une application cloud native, c'est que tu utilises des services, tu bénéficies, tu fais vraiment, tu construis ton architecture de ton application en fonction des services que tu vas utiliser dans le cloud. Oui, d'accord, compris. Et elle est conçue depuis le début. Dès que tu commences à la créer, en général, tu prévois ce genre de service et tu sais la faire tourner que dans du cloud, quoi. Ouais, effectivement. C'est étonnant, voilà. Ils auraient dû faire l'inverse, parce que la plupart du temps, plus ça va aller vers l'avenir, plus ce sera du cloud native, non? Tu crois pas? Oui. Ouais, logiquement, oui. Ils auraient dû créer plutôt le terme inverse. Les applications cloud et les applications cloud de, je sais pas moi. Il y a beaucoup de choses, on aurait dû faire des autres choses au début. Antique, voilà, ils ont créé le cloud antique, voilà, par exemple. C'est moins vendeur, tu vois. Le cloud antique, dans Azure, tu l'as, le cloud antique. Quand tu avais les premiers trucs, tu peux dire que il y avait. T'héberges une VM ou t'héberges un site web, c'est ça, quoi.
Voilà, C'est c'est ça. C'était ça. J'utilisais du truc. Ça tend à disparaître. Et comment ça marche en pratique? Tu sais nous montrer ça? Je veux dire, il faut Ouais, faire je peux vous quoi? montrer ça, absolument. Alors, savoir, Euh, non, il peut le faire, surtout. je peux le faire. Il peut le faire, ouais, absolument. Ouais. Ne me cherchez pas sur ce truc de savoir et de pouvoir. Hein. J'ai jamais compris et je comprendrai jamais. Mais donc, ouais, bah ouais, mais... Sinon, je vous parle avec des wagons. Hein. Ah, pas mal. Donc, je vous propose une petite démo en pratique, quoi. Déjà, il est en Windows 10, alors ça craint, mais bon. Je suis désolé, hein, moi j'ai un vieux Windows 10, ouais. J'ai un vieux Windows 10. Non, et c'est pas grave. Et c'est parce qu'en fait, moi je suis tout dans le cloud. Donc en fait, ma machine, je ne l'ai pas changée depuis des années, mais en fait, dès que je fais un truc, ça tourne dans le cloud. T'as Donc raison. en fait, j'ai changé mes serveurs dans le cloud, mais j'ai pas changé mon PC. Non, mais c'est comme ça qu'on travaille de plus en plus. Bah, oui. Vas-y. On arrête de te couper. Ah oui, pas de problème, au contraire. Donc là, pour vous situer un peu, il y a un CodeSpace, alors GitHub CodeSpace. C'est un environnement de travail justement du coup dans le cloud, un environnement de développement dans le cloud. Donc il y en a un qui est directement disponible sur le GitHub de Radius avec les samples qu'on peut tester. L'avantage d'utiliser un environnement comme ça, c'est qu'en fait tout est déjà installé de base. Donc on a déjà normalement une machine qui est déjà tout installée avec tout ce qu'il faut. Donc j'ai pas installé, du coup comme je vous l'ai montré le CLI de Radius. J'ai pas installé le CLI de Radius. Normalement, là, je démarre ma machine et il y a déjà le CLI de Radius installé. Donc, je peux tout de suite vous montrer comment ça a marché. Donc, supposons j'ai créé une application toute simple. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, du coup. Si, c'est parfait. Ok, Ouais, c'est très bien. bien. Et je vais démarrer. Du coup, je vais initialiser Radius et je vais montrer un peu les templates qu'on a avec Radius. Donc pour démarrer un projet Radius, donc je me suis mis dans un dossier vierge. Hein. Je fais un petit radinit. Radinit. Et ça va me initialiser du coup à la fois Radius dans mon environnement local. Alors l'environnement local qui tourne dans le CodeSpace, là, il y a un container Docker en fait, et il y a un mini Kubernetes qui tourne dans Docker en fait, pour avoir un environnement de développement qui soit proche de ce qui va tourner dans le cloud. Ça ferait très poupée russe aussi. Hein. Oui. Il y a des containers dans des containers dans des containers, ça fait tout. Ouais, c'est ça. Du coup, là, il me propose la première init de me scaffolder un projet avec. Donc, je vais lui dire, bah oui, je veux bien que tu me scaffoldes un projet. Donc, il va préconfigurer et il repart sur un exemple qui se trouve sur voilà, GitHub, je suppose. Il va partir sur un exemple, sur l'exemple qui est dans GitHub. Donc, en fait, là, ce qu'il va me créer, il va me créer un fichier de config pour démarrer Radius. Ouais. Là, comme c'est la première fois que je démarre l'environnement, parce que, comme je disais, c'est du coup, j'ai fait tester des trucs ce matin dans mon environnement de dev, mais j'ai tout cassé, donc je me suis recréé un CodeSpace pour vous refaire la démo dès le début. C'était plus joli. Ok. Donc, du coup, voilà. C'est pour montrer que ça part vraiment de zéro. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc là, il m'a installé Radius dans le cluster qui tourne. Donc là, j'ai un cluster cube qui tourne en local. Donc, pour ceux qui connaissent pas Kubernetes, il y a un CLI qui permet d'avoir des infos sur tout ce qui tourne dans ton Kubernetes. Ça s'appelle kubectl. Donc là, j'ai juste demandé à Kube de me donner tous les pods qui tournent dans le cluster cube local. Donc c'est juste pour vous montrer les pods qui sont installés de base dans le cluster. Donc j'ai Kube, j'ai Dapper et j'ai Radius qui a été installé aussi. Ok, donc j'ai scaffoldé mon application. Donc il m'a créé un petit bicep. Alors bicep, c'est un format de fichier qui nous vient d'Azure à la base.
qui est un format d'infra as code, donc qui permet d'écrire une infra avec du code. Dans Radius, ils ont du coup utilisé Bicep pour décrire l'application. Donc là, c'est la première description de mon application de base. Donc, qu'est-ce que ça décrit ? Pour l'instant, l'appli est toute bête. C'est juste, ça décrit un container et ça décrit le chemin vers l'image et qu'il va ouvrir le port pour le container 3000. Donc, après, si je veux faire tourner mon application en local, je fais run app.bicep. Et ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va déployer et faire tourner mon application Bicep. Donc là, ça récupère le container. Ça le fait tourner dans mon cluster cube local. Et hop, c'est parti. Bon, c'est pas de la démo super passionnante parce qu'on fait beaucoup de clis, mais c'est le principe. Alors, l'avantage Donc, l'avantage d'utiliser ce format avec Bicep, c'est que ça va permettre de décrire facilement les interactions que je vais dans mon application. Donc, je vais pouvoir... Hop, ça y est, il m'a démarré ma démo. Donc, la démo, pour l'instant, elle est toute bête. Voilà, j'ai un container, j'ai pas de connexions qui sont définies. J'ai les métadatas qui me remontent de l'intérieur de mon container. Et j'ai les applications, voilà, et les variables d'environnement. Ok. Donc pour le moment, c'est quoi? Ça te donne un serveur d'hébergement pour ton application. Je vois un to-do list, c'est quoi? C'est l'application? C'est l'application, ça. Ça, c'est en fait, ça m'a démarré le container. En fait, l'application, si je vous montre le code, c'est l'application de démo qui est là, et c'est pour l'instant, c'est juste un front, voilà, avec la démo. C'est juste une application. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Donc oui, ça te met une instance Kubernetes, mais qu'est-ce que ça apporte en plus d'avoir l'instance Kubernetes et l'application dedans? Je veux dire, par rapport à un hébergement Kubernetes entre guillemets classique. Alors, ça va pas te faire l'hébergement, ça va te permettre de décrire. Là, le fichier que j'ai montré, ça va te permettre de décrire l'application. Après, tu vas pouvoir décrire du coup des environnements dans lesquels tu vas faire tourner ce qu'on appelle des REST-IP, des recettes quoi, en anglais. Ouais. Et ça va te permettre de facilement, du coup, dans mon application, je vais juste avoir à modifier. Alors, j'ai peut-être un. Si tu devais voir, parce que là, si je comprends bien, il prend l'application donc démo dans ton fichier de config, il va chercher la dernière version, je suppose. Donc là, il va juste chercher la dernière version. Là, pour l'instant, c'est un scénario très simple. Du coup, là, j'ai juste une application, j'ai juste un container, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il va du coup configurer cette application sur le port 3000. Il va configurer avec ce que je lui ai demandé dans le Bicep. Donc là, configurer, c'est très simple. Oui. Mais l'application démo, tu sais aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi une application? Je voyais des fichiers TypeScript, mais c'est une application web, je veux dire React, Angular. Là, pour l'instant, c'est juste un front. Là, c'est juste un front. Dans l'exemple, ce que je vais vous montrer après, c'est que... par contre, du coup... mais le front, il affiche quand même quelque chose, puisqu'il affichait le tout. En fait, moi, j'aurais voulu que tu cliques sur client, source, et puis je suis curieux. J'aurais voulu voir ce qu'il y a dedans. Ok, ça marche. Dans source encore. Plus haut. Ah non, pas celui-là. Celui qui est encore en dessous là. Ou public ou les deux, le public et le source juste en dessous de client, les deux lignes sous le dossier client. Où est le code qui permet d'afficher le bouton to do par exemple? En fait, voilà, c'est le côté développeur, il veut savoir c'est quoi la page, quoi. Ok, d'accord. Ça, c'est mon front, là, voilà. C'est ça, c'est le. D'accord, des fichiers TypeScript. Donc ça, c'est du React, ouais. Si tu vas sur index.tscx, tu verras l'application, je suppose. D'accord. C'est ça. Voilà, avec le to-do qui est là, le composant to-do qui était un peu plus haut. Ouais, ok. Et donc, c'est une application ici en TypeScript. Je suppose que tu peux utiliser n'importe quel langage. A priori, il le compile. Après, voilà. L'idée, c'est que ce soit multi-langage. Donc, ce soit. Ça marche en .NET, évidemment, mais ça marche du coup dans tous les langages. Que ce soit JavaScript, du coup, like TypeScript, Python, etc. Okay. Là, ça tourne. C'est un container Linux qui tourne, mais évidemment.
On a vu le code avec Christophe, on est content, je pense. Ah, non, mais c'est ça en fait. Ah, bah ça va. Du coup, tu peux continuer alors maintenant. Voilà. Après, je peux vous remontrer plus de code si vous voulez. Non, mais c'était pour savoir que au final, le plus bas du truc, c'est quoi. Le plus bas du truc, oui. Ah, c'était ça, pour moi, Oui. le rendu Avoir un final, peu de c'est code. d'où il vient, quoi. Alors du coup, je vous montre le. Alors là, je vous ai montré quand je l'ai scaffoldé. Je vais tricher un peu. Là, je vais reprendre l'appli qui est déjà finie. Et du coup, je vais prendre des bouts pour les copier et rajouter des choses. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais supposons que mon application va avoir besoin d'un cache, donc un cache Redis. Un cache Redis, c'est une base de données en mémoire, donc que je peux utiliser à la fois en mode base de données, donc écrire des choses dedans, mais en même temps m'en servir comme cache. Et je vais en avoir. Supposons que j'en ai besoin dans mon application. Donc là, je vais couper ici. Du coup, je vais rajouter dans mon fichier d'application. Environnement. Et le swing, pourquoi il n'est pas content? Parce que... Environnement, c'est peut-être quelque chose qui est configuré à un autre endroit. Ouais. Et je l'ai pas encore configuré en fait. C'est parce que ça, pour l'instant, je vais... Et en fait, tu mets ça, tu rajoutes cette ressource Redis directement tout en bas de ton fichier Bicep. Oui. D'accord. En fait, tu rajoutes les ressources dont tu as besoin, quoi. Tu rajoutes, ouais, exactement. Tu rajoutes les ressources. Et on n'est pas déjà dans des accolades en vrai. D'accord, non. Ok. C'est à la queue leu. Non, j'aurais pensé qu'on est quand même dans la première accolade tout en haut, dans une route, enfin le route juste au-dessus, moi. Ce que je me. Avoir la ligne 19, ouais. Non, oui, non, voilà, non, c'est ça. bien, Non, c'était une question pour vérifier que. Non. En fait, c'est pas un JSON, ouais. Ça a la structure du. Mais même pas, non, il n'y a même pas de virgule au bout, donc c'est pas un JSON. C'est du Bicep, parce que si vous avez jamais vu, c'est vrai que c'est du. En gros, c'est un système de. Enfin, un truc pour décrire du code, de l'inphrase code, quoi. Ouais. Ça ressemble on beaucoup à du s'attendait à avoir des Terraform. virgules et des choses comme ça. Pas Oui, plus c'est comme ça. du JSON. Qui c'est qui a parlé de ça? Je pensais aussi à bonjour, Terraform qu'on a vu. D'accord, c'est toi, Frédéric. Oui, effectivement, oui. Ça me faisait penser à ça à un moment donné. Alors, je vais tricher un peu encore plus. Du coup, je vais aller copier le truc dans le tuto, comme ça me permet plus facilement de pas avoir de trucs qui déconnent de partout. Voilà. Voilà ce que je voulais faire. T'inquiète, ça va aller. Ok. Je vais plutôt coller une base de données Mongo pour mon premier exemple. Parce que l'environnement, c'est un truc plutôt après. Tu vas copier-coller une base Mongo, mais ça veut dire que dans ton. En fait, là, voilà. Pourquoi ça soulignait. Okay. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, finalement, quand tu le montres, c'est logique. Ouais, il faut définir un environnement. En fait, il faut définir un environnement par défaut. Du coup, là, il n'était pas défini avant, c'est pour ça que ça me le soulignait. Et en fait, l'environnement par défaut, c'est celui sur lequel je tourne, mais après, je peux switcher d'environnement très simplement. Alors, là, déjà, ce qu'il me crée, c'est qu'il me crée une base MongoDB. Mais il fait ça automatiquement? Tu as décidé, tiens, je vais mettre une base MongoDB, boum, boum. Exactement, ouais. Mais tu dois relancer un rad run app.bicep, et là, hop, magie, il va me créer du coup une base MongoDB dans. Attends, avec les 10 lignes que tu as rajoutées, là, il se démerde. Il se démerde, ouais. Le but de Radu, c'est que ce soit. En gros, c'est que ça fasse de la magie, quoi. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que disait Marc Russinovich dans sa présentation, c'est que ce soit magique. Donc là, avec les petites lignes, là, hop, il m'a créé une base. Alors du coup, je voudrais que ça soit une app plutôt .NET. En 10 lignes, boum, boum, il me met le framework, je terminé Bastien se casse. Ouais. Ah ouais? C'est ça l'idée. Et que tu installes tout et que. Alors, du coup, il m'a redémarré l'application, sauf que. Oui, tu n'as pas de connexion sur ta DB. Mais j'ai pas défini la connexion dans ma DB. J'ai pas connecté mon app à ma DB. Ouais. Alors, pour ça, c'est facile. Je vous ai dit que c'était facile, mais
c'est très Ouais. facile. C'est comme tout, c'est facile quand on connaît. C'est facile quand on connaît. Ouais. Bah, après, vous la refait en mode tuto. Hein. T'inquiète. Comment Alors ajouter là, la du coup, connexion? C'est juste ça en fait. ta connexion, c'est juste ça. D'accord, vas-y. Donc là, Donc, maintenant, tu reviens dans le truc principal de Bicep. je reviens dans mon bicep. Je Une lui nouvelle dis connexion. connecte MongoDB, donc le MongoDB que j'ai créé en dessous là, qui s'appelle MongoDB, Ouais. avec mon application. Ouais, il dit. Je lui dis connexion, et puis je relance mon application et il va me créer un MongoDB. Enfin, il va me connecter du coup mon application au MongoDB. D'accord. Et tu as dû modifier le code source quand même de l'application. Pas du tout, non. Comment il sait qu'il y a une DB? Ton application To Do. Mon application To-Do, elle est créée de. Voilà. MongoDB. Alors, comment il. En fait, elle est juste, elle te montre les connexions que tu as. Ah oui, oui. D'accord. Là, tu as la connexion, mais ton application To Do ne gère pas encore les données qui se trouvent dans cette DB. Non. Ok. Non, mais c'est magique, mais pas à ce point-là quand même. À un moment, il faut quand même écrire un peu du code. Enfin, tu peux demander à ChatGPT éventuellement de t'écrire le code pour faire le. Mais... Ouais, oui, mais on nous parle de magie. C'est ça, on me dit que c'est magique, hein. Je suis déçu. Voilà. Et du coup, là, il m'a connecté automatiquement ma MongoDB. Tu vois, il a récupéré le mot de passe. Il m'a connecté, même pris la chaîne de connexion tout seul. Enfin, voilà. Je comprends pas en fait comment il fait. Enfin, je veux pas le savoir exactement, mais d'où viennent ces trucs-là, quoi? D'où vient la connexion? D'où vient la base? D'où vient. Je sais pas. Tu as demandé d'avoir une DB, je suppose que lui, il dit je vais exécuter tous les scripts qu'il faut pour arriver à tel résultat. En gros, tu donnes le résultat final, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les recipes, les race IP en anglais, donc le race IP. Je sais pas, en français, on dirait des recettes, quoi. Et tu as un certain nombre de recettes qui sont définies pour les sources, en fait. Et avec ces recettes qui sont définies, en fait, quand j'ai fait Radinit, il a récupéré un certain nombre de recettes qui sont déjà toutes prêtes, en fait. Et c'est comme ça qu'il sait les recréer dans mon cube en local, en fait. C'est excellent. Donc, ouais, ça, c'est assez cool. Donc là, je recoupe mon appli. Hein. Donc d'ailleurs, tu peux voir, tu peux lui demander rad recipe list. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien ça. C'est pas un S. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il va te montrer les trucs qu'il a déjà configurés, qu'il a déjà récupérés pour que tu peux déjà configurer en local pour ton cluster local. Donc là, il va récupérer une queue, un broker pour faire du PubSub, des secret stores, un state store, une MongoDB, un Redis cache et une SQL database. Donc là, il est capable, si je lui rajoute une SQL database, les lignes SQL database, en 2 secondes, tu as créé une. Tu le fais, voilà, et tu peux créer la. C'est génial. Donc en fait, j'imagine que cette liste-là va devenir de plus en plus grosse. Oui, bah, tout ça, c'est c'est le but. Donc tout ça, c'est en mode open source. Donc tout ça, ça a été créé du coup, par l'Azure Incubation Team. Et ça a été open sourcé. Et c'est intégré maintenant. Ils ont demandé à ce que ce soit intégré au CNCF. Donc c'est. Alors c'est quoi le CNCF? Dans la fondation. En fait, la CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation, qui est issue de la fondation Linux à la base. Et en fait, c'est elle qui gère le projet Kubernetes. Donc, c'est la fondation qui a été créée pour Kubernetes en fait. Donc c'est une fondation où tous les gros providers du coup ont mis de l'argent dedans et c'est géré par la fondation Linux à la base. Donc c'est une fondation qui a été créée pour ça. Oui, c'est le W3C du cloud quoi. C'est le W3C du cloud si tu veux, ouais. Et c'est voilà, ça vient de la fondation Linux à la base. Oui, formidable en fait, extraordinaire. Et donc il y a un certain nombre de projets qui sont déjà sortis de l'Azure Incubation Team, qui ont déjà été poussés dans le CNCF. Il y a Keda et il y a Dapper, qui sont les deux que je connais bien et qui sont les plus connus, qui sont déjà sortis il y a quelques années. Keda, il y a un état, quand tu fais un projet dans la CNCF, tu as un état qui dit tu es en incubation, tout nouveau, et tu as graduated. C'est ceux qui sont au top et qui sont, on va dire, la release la plus élevée. Keda, c'est celui qui a été le premier qui a été sorti et qui est du coup maintenant graduated au CNCF. Et Keda, c'est qu'on appelle un scaler, donc c'est quelque chose qui te permet
d'augmenter très rapidement le nombre de pods, donc le nombre de containers qui tournent dans ton cluster par rapport à des événements. Donc c'est un truc fait pour faire comme ce qu'on fait avec les Azure Functions, donc faire du serverless et démarrer simplement des containers avec des événements. Donc faire du cloud. Donc voilà, et après Dapper, c'est un autre projet qui permet de faire du multi-cloud facilement. En gros, que là j'ai montré comment on faisait pour décrire son application. Mais Dapper, ce que ça fait, c'est que ça, tu peux connecter facilement du code, n'importe quel code, que ce soit du .NET, du C#, du JavaScript, à des composants. Mais tu sais pas forcément le composant des composants de multi-cloud. Donc, tu as une interface standard, par exemple pour faire du state store, donc écrire quelque chose dans une base de données. Sauf que ta base de données, tu n'es pas obligé d'utiliser forcément les mêmes composants. Donc, c'est pareil, une abstraction pour les composants. Et tu peux très facilement du coup changer, passer d'un composant Azure à un composant AWS ou passer d'un composant Kubernetes ou un composant Azure natif, etc. Donc tout ça combiné, en fait, ça va te permettre de faire des applications, simplifier les applications à la fois en Kubernetes et en même temps en mode cloud. Excellent. Et voilà, alors je crois que j'ai une application .NET quelque part, mais... Une application, ouais, c'est eShop peut-être qui doit être en... Voilà, et après, du coup, parce que là j'ai tout fait en local, voilà. Comment je ferais pour envoyer l'application directement de Azure? En fait, c'est super facile. Une fois que tu fais ta config dans ton Azure, tu donnes les droits à un compte de service. Ce compte de service, tu l'en relis à ton Radius. Et donc après, tu as juste à modifier ta variable d'environnement ici, lui dire, je vais reprendre l'application tout à l'heure, voilà, mon environnement, tu as juste à créer un environnement ou à dire à ton environnement par défaut, va dans Azure, et en fait, au lieu de les créer dans ton truc en local, il te les crée dans Azure de la même façon. Ouais, mais obligatoirement dans un Kubernetes. Non, même pas obligatoirement dans un Kubernetes. Tu peux créer. Donc ça marche avec ça marche avec des services managés. Par exemple, le MongoDB là, je peux le créer en mode MongoDB managé dans Azure. Ah ouais, donc tu pourras avoir ton propre service et le pointer dessus, quoi. En gros, c'est un lien qui va pointer sur ta ressource. Ok, sympa. C'est l'idée. Et donc l'idée, c'est que pour l'instant, ils ont, comme c'est le début du projet, hein, c'est à 0.27 et qui a été mis à jour il y a juste hier ou avant-hier. Donc en ce moment, c'est tout neuf. Ah oui. Et pour l'instant, il y a encore. Donc ça, c'est l'idée, mais il y a en vrai, là, j'ai montré la slide avec tous les clouds. Pour l'instant, il y a que des trucs Azure et AWS qui ont été créés pour l'infra. Et comme c'est open source, l'idée c'est que chacun puisse créer des choses et rajouter du coup des contenus, des connecteurs, pour le faire facilement, des REST API, donc des recettes pour le faire vers AWS, vers Google, ou chez nos Français de chez OVH, ce serait possible, quoi. Ouais, c'est génial. C'est un projet initié par Microsoft, tu sais, ou pourquoi Microsoft? C'est un projet initié par Microsoft, par l'Azure Incubation Team de Marc Kosinovich. Mais du coup, maintenant, c'est comme il y a eu une conf il n'y a pas très longtemps de Linux, de la Cloud Native Computing Foundation, où ils ont annoncé Radius, et du coup, ils ont mis ça, ils ont passé le projet au CNCF. Donc il y a toujours des gens de Microsoft, j'imagine, de l'Azure Incubation Team qui bossent dessus, en fait. Mais voilà, maintenant, le projet, en plus, est pas... il est dirigé vraiment en mode open source, quoi. Donc ils vont vite, en fait, ça va vite. Parce que pourtant, même que ça s'appelle SNCF, je veux dire, c'est assez rapide, du coup. Non, mais allez, trêve de plaisanterie. Je veux dire, ça carbure quand même. Le projet, il va vite, en fait. Ça carbure pas mal, ouais.
Non. Quand c'est Azure, c'est vrai qu'il y a des intérêts de pouvoir mettre ce genre de choses pour configurer. Et par rapport à des environnements Kubernetes, en Kubernetes, tu dois toi-même définir ce que tu veux utiliser comme ressource, mais donc tu as différents. Ici, tu centralises en quelque sorte, si je comprends. Tu centralises tout dans un seul fichier de déploiement, quoi. L'idée, c'est que quand tu fais du Kubernetes, tu n'as pas un truc qui représente l'application. C'est-à-dire que tu crées des YAML un peu de partout. En gros, tu crées des YAML. Je ne sais pas si j'ai un exemple d'application avec des YAML. J'ai l'impression que tu crées des YAML de partout. Voilà, c'est ça, voilà. Quand tu crées une application Kubernetes, en gros, tu crées des YAML de partout avec tous tes services dedans. C'est comme ça que tu fais du Kubernetes classiquement. Et du coup, ça devient vite le bazar parce que tu as plein de YAML de partout et tu as plein de services. Et voilà. Ouais. Et dès que tu veux faire des choses, genre par exemple comme Dapper, où tu crées des composants qui sont gérés par Kubernetes, tu crées encore des YAML, donc ça te fait plein de YAML de partout. Mais tu n'as pas une représentation unique de ton application et de toutes les interactions que tu as dedans. Ce que je n'ai pas montré là, c'est que tu as un truc qui s'appelle les connexions. Je les ai montrés graphiquement, mais tu peux du coup avoir un graphe de ton application, de toutes les dépendances que tu as dans ton application et qu'est-ce qui est déployé, qu'est-ce qui n'est pas déployé, comment ça marche, quoi. Excusez-moi, si je comprends bien, c'est un espèce de clone de Terraform, sauf que au lieu d'utiliser du HashiCorp langage, ça utilise du Bicep et après ça provisionne dans n'importe quelle infra. C'est un peu ce que fait Terraform. Alors, c'est pas un clone de Terraform, parce qu'en fait, tu peux utiliser Terraform avec Radius, ce que j'ai pas montré là, mais tu peux. En fait, là, moi, j'ai fait du Bicep parce que c'est ce qui est sorti avec. Mais ça limite pas sur le langage, c'est-à-dire que tu peux très bien faire du Radius avec du Terraform. Ça marche, c'est fait pour. Donc, tu peux très bien. Moi, j'ai fait ma description de mon application en Bicep, mais tu peux la faire avec. L'idée, c'est que tu puisses la faire aussi avec du Terraform. Mais je rebondis sur ce que Frédéric dit par rapport à ça. Au niveau ici de Radius, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à du Terraform, effectivement? Parce que dans Terraform, tu peux déjà faire ce genre de choses, des définitions de besoins, entre guillemets, et des ressources que tu veux utiliser. Là, tu as le service de Radius qui va en plus te créer à la fois localement sur ton cluster local et qui va te le créer sur tes clusters divers et variés. Et l'aspect application, peut-être aussi. Je pense à ça. Et l'aspect application qui n'existe pas du tout dans Terraform. Tu n'as pas un truc qui représente ton application. Ça veut dire que dans ton Radius, tu as une API spécifique qui permet à ton appli de découvrir quels sont les connecteurs, les trucs comme ça? C'est ça, absolument. Et c'est pour ça que je montrais tout à l'heure. En fait, ce que j'ai comme dans mon cluster Kubernetes local, là, on peut voir qu'il y a des pods en fait, qui sont dédiés, qui font tourner Radius sur mon cluster local, en fait, qui s'occupe de gérer tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme quand tu commences un nouveau projet. Moi, j'adore faire le run le plus vite possible. Sinon, ça me casse les couilles. Si je peux pas, si je lance un projet et qu'il faut attendre 3 jours pour faire un run. Là, ce que j'aime bien avec Radius, c'est que ça fait ton run en 15 minutes, quoi, même pas, quoi. Ah ouais, là, tu fais ton run super rapide. Et puis voilà. Je suis pas allé jusqu'à le montrer sur Azure parce que c'est la démo que j'ai essayé de faire. J'ai essayé la démo que j'ai essayé de me construire avant de faire le podcast avec vous. Et du coup, j'ai essayé de faire le truc avec un cache et le cache, c'était un peu lent à provisionner dans Azure. Donc, ça collerait pas chez vous. Enfin, on pourrait pas le faire en live, donc ça serait pas été. Non, on voit le principe de toute façon. Hein. Après, ouais, tout à fait. C'est génial. Et après, l'idée, c'est que tu changes juste une ligne et au lieu de balancer en local, tu le balances dans Azure. Tu changes une ligne, tu le balances dans AWS. Et puis après, les recettes qui sont faites pour d'autres clouds, tu le changes facilement. Un Radius, ça fait du coup un sacré chef d'orchestre, je trouve. Vraiment. Absolument. Et par rapport à tout ce qui existe, je vais dire, imaginons, tu as déjà une DB donc tu as déjà fait la configuration, puis tu vas évidemment faire des mises à jour, ajouter des services, des ressources, etc. Mais tu ne veux pas perdre tout ce qui existe. Au niveau DB, par exemple, tu ne veux pas perdre toutes les données qui sont déjà dedans. Il peut faire aussi des notions de différence, donc des mises à jour pour pouvoir rajouter les services. Oui. Alors ça, c'est les langages. En fait, les langages de Bicep ou Terraform, c'est déjà, en fait, en théorie prévu pour ça. C'est-à-dire que ça te fait déjà c'est ça. ça te fait déjà ça, en fait. Ça se base dessus. Oui, ça se base dessus, en fait.
Ok. Et après, effectivement, tu as en plus cette notion-là où tu peux partir sur des choses qui existent déjà et tu peux du coup décrire une application comme ça. Donc tu peux partir sur des choses qui sont déjà créées. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Tu sauras nous partager ou tu as déjà des liens de ressources? C'est quoi oui. tout se trouve sur le site principal? Il y a plein de choses, je peux vous partager. Alors, il y a. Oula, pas tout ça, hein, ça fait beaucoup. Voilà. Il y a trop de trucs là. Ouais. C'est pour ça que mon PC il a fait un écran bleu tout à l'heure. Voilà. Donc, Radap.radius.io, d'accord. radap.io. 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 Peut-être au-dessus. Ok. Et il y a pareil, il y a un GitHub. Ouais, tu retrouves le lien dessus, mais tu as Ouais, le de toute GitHub. façon, tu l'as, quoi. Ouais, bon, en gros, c'est le lien principal, c'est Voilà, c'est radap.io. radap.io. Ok. Radap.io, et après, tu as le Radius. Et si vous voulez tester, en gros, faire la même chose que si vous voulez reprendre les samples, vous allez sur Samples, et là, vous faites juste Open in GitHub Codespace, et ça vous crée le Codespace chez vous. Et ouais. Donc voilà. C'est sympa ça. Normalement, il y a du crédit Codespace maintenant chez tout le monde. Donc il y a des trucs gratuits, c'est pour ça qu'ils l'ont mis gratuit. Dès que tu as un compte GitHub, tu as du Codespace. C'est cool. Ok, non, ben sympa. Je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est en version 0.27, donc je suis pas certain. Toi, ce que tu as fait comme test, c'est déjà suffisamment stable, peut-être pas pour mettre en production, mais déjà suffisamment stable pour commencer à travailler avec, ou bien il y a régulièrement des bugs? Alors non, pour l'instant, ce que j'ai testé, ça marche assez bien. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt assez stable. Denis, En fait, il y a régulièrement des bugs. Non, il y a régulièrement des nouveautés. C'est plutôt ça, tu vois. C'est des features, voilà. Des nouvelles features, mais Voilà. qui peuvent enclencher des bugs. Ma question était plutôt par rapport à ça. Quoi. Non, pour l'instant, ce que j'ai testé, ça marche assez bien. Ils n'ont pas de roadmap, ils n'ont pas prévu une planification de savoir quand ils considèrent que ça va être complètement mis en production ou utilisable. Ou... T'as pas vu des choses comme ça? Alors, comme c'est un projet qui est en mode open source, tu vas avoir le cycle de release que tu vas retrouver sur le site de Radius. Donc c'est là ils vont te dire comment ils vont du coup gérer leur mise à jour. Il n'y a pas des dates, quoi, c'est ça que je veux dire. Ils disent pas, on considère que ça sera prêt fin d'année ou que sais-je. Non. En gros, ça rentrait dans le. Enfin, c'est comme beaucoup de projets qui sont en mode cloud, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de niveaux de release, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ils te disent, tu peux le mettre sur un serveur Kubernetes, mais voilà, il y a des gens qui s'en servent déjà en prod pour de vrai, en fait. Donc, il paraît que BlackRock s'en sert, du coup, c'est eux qui faisaient la démo. Il paraît que ça s'en sert déjà, en fait, BlackRock. Donc, je pense que. Voilà, c'est l'idée. Après, c'est pas ça qui va faire planter ton application. Hein. Je vois pas. Ce qui serait dangereux, c'est des failles. Qui se met en. Enfin, c'est pour construire. Enfin, c'est pour déployer, pour construire ton application. Une fois qu'elle y est et que tout a bien été déployé, c'est vrai qu'a priori, après, il n'y a pas réellement de risque. Quoi. Non, voilà, ouais. Tout à fait. Après, je ne sais pas si vous avez testé. J'ai parlé de Dapper et de Keda juste avant, mais voilà, c'est des projets qui étaient encore plus. On en avait déjà parlé, de Dapper. Non, en fait, c'est simple. En fait, finalement, effectivement, c'est magique. Voilà, c'est bien. C'est pas mal. Donc, à tester, mais c'est intéressant. À connaître, en tout cas. Ouais, non, c'est cool. Merci pour les infos, en tout cas. Super intéressant. On va voir un petit peu comment tout ça évolue, mais en tout cas, c'est déjà bien parti, ça, c'est clair. Ouais, c'est bien. C'est clair. Franchement, c'est bien. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à expliquer, à montrer, ou bien on a fait un peu le tour de ce que tu pensais? On a fait un peu le tour. Si vous avez d'autres questions, mais on a fait un peu le tour sur le sujet. S'il y a d'autres questions, mais je le dis à chaque fois, de toute façon, on mettra les liens que tu nous as présentés ici, on les rajoutera dans les notes de l'émission. Et je mets à chaque fois, de toute façon, tu me diras ton lien Twitter souvent, enfin un lien qui permet de te connecter. Si quelqu'un veut vraiment aller plus en profondeur, je te contactera. Les liens, LinkedIn, etc. Parce que... Twitter qui n'existe plus. Ouais, mais moi j'ai toujours Twitter. Sur le Discord MTG. Sur le Discord MTG, absolument. Aussi, non, ça peut de toute façon aussi, c'est clair. Et puis c'était marrant de faire une présentation. Je me suis pris pour Mark Russinovich, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé pour l'instant, à part Mark Russinovich. Mais c'est ça qui est bien. On est là aussi pour parler de ça, des nouveautés, et puis de voir, c'est notre boulot aussi, quoi. Et c'est ton boulot aussi, de pouvoir présenter tout ce qui va arriver, et tout ce qui est intéressant, en tout cas, à montrer. Merci. Exactement, c'est ça qui est cool. Donc moi, ça me fait plaisir de venir
de venir vous le présenter aussi. C'était marrant. Non, merci à toi. S'il y a d'autres marques, je l'ai dit, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire dans les notes de l'émission, vous nous contactez ou vous contactez Aymeric directement pour avoir ce genre d'infos en plus. N'oubliez pas de venir commenter les vidéos et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode. Donc on verra quel sera le sujet, peut-être un Fluent UI, peut-être T'avais parlé de quoi, Christophe? Un Playwright avec Adrien. C'est ça. Donc on va voir un petit peu. Ou s'il y a d'autres sujets dans le chat ou dans les auditeurs qui sont intéressés, n'hésitez pas, contactez-nous. Tout sujet peut être intéressant aussi à présenter. Donc on vous attend pour ça aussi. Un grand merci Aymeric. À bientôt pour tout le monde et on se retrouve d'ici quelques jours. Ciao. Salut.